l'illustre magazine qui nous employait avait imaginé consacrer un hors-série à la tragédie du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, un drame à jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Aussi, nous avions choisi, Sophie et moi, de débuter notre reportage en allant rendre hommage à la montagne sacrée, une sorte de monstre divin de pierre et de lave qui dominait le golfe de Naples. La ville, ses habitants. En cet hiver de l'année 2018, le Vésuve semblait endormi et quelques névés en tapissaient même le cratère. C'était le signe d'une tranquillité en réalité toute relative, car sous le paisible volcan, une lave incandescente bouillonnait. Mais les sismographes étaient formels. Nous étions en sécurité dans l'immédiat. En nous approchant de la bête assoupie, nous remarquions les fumerolles qui s'élevaient de ses naseaux et nous songions immanquablement aux malheureux habitants de Pompéi ou d'Herculanum qui assistèrent il y a presque 2000 ans au réveil du volcan lorsque sa gueule béante vomit un déluge de feu et de flammes apocalyptiques sur une population désemparée, impuissante. Je ressentais une vive émotion en songeant au terrible drame, mais aussi un attrait irrésistible pour cet abîme qui sentait le soufre, cette bouche infernale qui communiquait avec un monde souterrain démoniaque. Je songeais aux légendes médiévales, à la Bible, et je mesurais l'effroi que cette puissance surnaturelle imprimait au plus profond de nos âmes. Sophie, vous avez l'art de m'emmener dans des endroits vraiment improbables. C'est dangereux, un cratère de volcan. Ce volcan est magnifique, Jean-Paul. Regardez ce cratère, c'est fantastique. Ouais, cette cellule photovoltaïque, là, ça me rappelle une expédition à Karun Taziev. Ah bon? Ben oui, il aurait pu être votre grand-père, un grand monsieur. Je vous raconterai ça. Tenez, donnez-moi votre menotte. Attendez. Merci. Vous aussi, Jean-Paul, vous allez au milieu des fumerolles, c'est dangereux. C'est dangereux ici, hein, Sophie. Le volcan le Vésuve est un des volcans les plus surveillés au monde. Il est hautement périlleux. Vous savez qu'il y a plein d'habitations tout autour, des dizaines de milliers d'habitants qui vivent sur ses flancs. Ce qui s'est passé ici en 79, à Pompéi, eh bien, ça pourrait se reproduire prochainement. Arrêtez, ne me dites pas ça, Jean-Paul. J'ai l'image du vieux péplum sur Pompéi où les boules de feu tombent du ciel, où la lave déferle le long du volcan. Ça a dû être un cauchemar. Ça, c'est la vision d'Hollywood. Il n'y a pas eu de lave qui déferlait sur les populations, pas du tout. À l'époque, il faut imaginer que c'était un peu comme aujourd'hui, comme ici. Il y a un cône, oui, et puis 10 km sous terre, la chambre magmatique. Les gaz qui s'accumulent, et puis à un moment donné, ça remonte, ça explose, une explosion terrible. Wow. C'est ça. Le gaz va monter sur plusieurs dizaines de kilomètres et ça ressemble à une bombe nucléaire. Et on sait pourquoi cela explose des fois? Ah oui, alors ça on le sait. Imaginez que vous avez sous nos pieds des plaques tectoniques, les plaques européennes et les plaques africaines. Parfois, elles se chevauchent, donc ça provoque un peu partout des tremblements de terre, et ici tous les jours pratiquement. Et puis, comme le magma s'accumule et ballotté par ces plaques, eh bien, de temps en temps, les volcans entrent en éruption. Et ce que Pline, le jeune, racontait,
c'est une réalité qui paraît aujourd'hui complètement inconcevable. Et en fait, Pline, lors de l'éruption, se trouvait au nord du golfe de Naples, à Mycène. Et on a retrouvé une lettre dans laquelle il raconte l'éruption, mais comme elle a été écrite 30 ans après les faits, eh bien, on avait considéré qu'il avait largement amplifié l'événement. C'est vrai, on a considéré pendant 2000 ans, les savants, les érudits, les scientifiques, que c'était exagéré, puisqu'ils racontent qu'une colonne de fumée est montée, après une explosion incroyable, jusqu'à plus de 20 km d'altitude, c'est-à-dire plus haut que les vols commerciaux aujourd'hui. Cette colonne de fumée s'achevait par un champignon qui ressemblait à un pain parasol, une bombe atomique. Et au bout de 20 heures, c'est retombé sur les populations. Et aujourd'hui, on parle d'éruption plinienne pour décrire ce genre de phénomène. Je pense un petit peu pour se rattraper d'avoir tant dénigré cet homme, parce que sa version était authentique. Mais on n'avait jamais vu rien de tel jusqu'à l'éruption d'un volcan au Japon en 89 et l'éruption du Pinatubo en Indonésie en 91. Mais c'est là, justement, qu'on a compris qu'il disait la vérité. Parce que ce qu'il y a de plus dangereux dans ces éruptions, et ce qu'on ne savait pas, ce sont ces nuées ardentes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des nuages qui fonctionnent comme des armes de destruction massive. Ils sont complètement imprévisibles et ils détruisent tout sur leur passage. Il n'y a plus de vie une fois qu'ils sont passés. Donc, Pline l'Ancien, l'oncle de Pline le Jeune, il comprend tout de suite que ce qui va se passer est très grave. Donc, dans sa tête, il va inventorier déjà le nombre d'embarcations qui existent dans les 3 ports qui peuvent éventuellement évacuer les populations. Herculanum, Oplondis et Stabis. Vous savez, ces ports, ils sont un peu comme aujourd'hui, ce sont des ports de pêche et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des ports de plaisance. Il n'y a pas assez d'embarcations. Et puis, il va recenser le nombre d'habitants à évacuer. Et là, croyez-moi, c'est difficile parce que vous avez à Pompéi à peu près 15 000 habitants. Herculanum, belle petite cité balnéaire, 5 000 habitants. Et vous avez des habitants d'Oplondis et de Stabis, les 2 ports. Et puis vous avez les fermes, les résidences secondaires. Au total, il faut évacuer, mais pas en 3 jours, en quelques heures, 30 000 habitants. Donc tout de suite, il arme les navires de guerre. Heureusement, on lui a livré les navires qui sont du dernier cri. Et puis, il va prendre aussi des navires civils. Et il va partir, il part à la tête de sa flotte pour Herculanum. Voilà l'histoire, la vraie histoire. Et j'aurais pensé que Pline l'Ancien, éminent savant, aurait préféré venir ici étudier l'éruption. Ça, c'est évidemment la légende, parce que Pline l'Ancien était un encyclopédiste, mais c'est un préfet maritime. Dans le fond, il fonctionne comme les préfets d'aujourd'hui avec la sécurité civile. Il se met à la tête de sa flotte et il va partir pour Herculanum. Lorsqu'il arrive devant Herculanum, il constate que les nuées ardentes sont sur la ville en train de détruire toute vie humaine, toute espèce. Et puis les plaques sous-marines se sont soulevées, certains historiens l'évoquent, la mer est démontée, les vents sont contraires, et ces nuages laissent augurer du pire. Donc il fait demi-tour et il va se diriger sur Stabis. Et lorsqu'il arrive sur la côte, lorsqu'il voit sur la plage les habitants de Stabis qui crient, il y a les enfants, les vieux, les femmes, tout le monde est là, tout le monde implore, il va récupérer tous les habitants, parce que Pline l'Ancien est un héros. Il récupère tout le monde et il met le cap sur Mycène, sur la préfecture maritime. Et puis, alors qu'il est en mer et qu'il ferme le banc avec le navire amiral, eh bien, il voit arriver très vite ces nuées ardentes qui sont très sombres, qu'on peut remarquer sur une mer bleue. Et ces nuées ardentes avancent au ras de la mer et très très rapidement. Elles vont s'emparer de certains navires, dont celui de Pline l'Ancien. Et il va mourir. C'est un héros. Et il meurt. Et son corps est ramené à Mycène et on va lui faire des obsèques grandioses et méritées. Voilà. C'est une tragique fin pour un héros, Jean-Paul. C'est vrai, c'est vrai. On va le notifier dans l'article que c'était un héros. Ça, c'est une bonne idée. Il le mérite. Oui. Pline l'Ancien le méritait effectivement, ne serait-ce que pour avoir sauvé des milliers de vies au péril de la sienne. Pline le Jeune, son neveu, avait lui aussi gagné sa place dans l'histoire grâce à sa description précise de l'éruption. Il avait été un observateur émérite, éclairant de sa plume les scientifiques et les historiens d'aujourd'hui quant à l'exacte chronologie du drame. Le 24 août 79, vers midi, le sommet du volcan explosa et une colonne éruptive s'éleva dans le ciel, haute comme 20 fois la montagne.
Durant cette phase éruptive, des explosions de vapeur surchauffées formèrent des nuages toxiques qui dévalèrent les pentes en direction du rivage. Le lendemain, en début d'après-midi, la colonne s'effondra sur le golfe, balayant villes et campagnes à la manière d'un gigantesque tsunami de roches en fusion et de pierres ponces, ensevelissant le paysage sous des tonnes de pierres et de cendres. Pompéi, au pied du Vésuve, fut la première ville à être entièrement détruite. À 40 km de là, sur la ligne de rivage, Herculanum subit le même sort quelques instants plus tard. Pendant des décennies, les abords du golfe restèrent déserts, meurtris. Et puis, les gens sont venus se réapproprier les lieux, édifiant des maisons, puis une véritable ville sur une terre dévastée. Le souvenir d'Herculanum s'estompa. Pourtant, la ville antique se trouvait toujours figée dans sa gangue de tuf et de cendres 20 mètres sous la surface de la terre avec une épaisse couche de sédiments. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, à la faveur de travaux, que l'on redécouvrit ce petit joyau de l'Antiquité, Herculanum, probablement la station balnéaire la plus en vogue dans l'Empire romain avant l'éruption. Les archéologues mirent au jour des bâtiments miraculeusement préservés ayant conservé une partie des étages, des charpentes, des toitures et jusqu'à la couleur des enduits de façade. Même les menuiseries en bois et une partie du mobilier se trouvaient encore à leur place dans les antiques demeures. C'est magnifique. Sophie, on est dans la machine à remonter le temps. Nous sommes en 79 après Jésus-Christ. C'est quand même impressionnant, Jean-Paul, parce qu'il faut s'imaginer qu'Herculanum a quand même été enseveli par une coulée de boue de plus de 20 mètres de haut. C'était un port ici, avec un rempart côté mer. Et j'ai lu que cette coulée de boue était allée jusqu'au rempart, l'avait dépassé et avait même fait reculer le rivage de près de 500 mètres. Sophie, c'était pas une coulée de boue. C'était même pas une coulée de lave en fusion. Ah bon ? Pas du tout. En fait, il faut se replacer dans le cadre. Lorsque cette colonne éruptive sortant du Vésuve est montée au-dessus de Pompéi jusqu'à 20 km de hauteur, elle est, à un moment donné, son capuchon est retombé. Et lorsque cette masse est retombée sur Pompéi, eh bien, les coulées pyroclastiques ont dévalé les montagnes et se sont abattues sur Pompéi à plus de 500 km/h. Elles ont tout dévasté, mais en fait, les gens qui étaient à Pompéi étaient déjà morts, ils avaient été tués par les nuées ardentes. Mais c'est vrai que Pompéi a été rasée, véritablement. Ici, c'est différent. Ici, Sophie, on est à 40 km du cratère du Vésuve. Alors, lorsque ce nuage qui est monté très haut est redescendu, il a d'abord frappé Pompéi, mais ici, il a eu le temps de se refroidir. Et bizarrement, les habitants qui étaient là ont vu quelque chose d'incroyable. Une pluie de grêle, mais pas comme les autres, ces grêles-là. C'était même des grêlons, c'était de la pierre ponce. Et la pierre ponce commence à s'accumuler. Il pleut de la pierre ponce. Les pierres ponces sont partout. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Et la ville est recouverte carrément d'une croûte de pierre ponce. Lorsque les nuées ardentes vont venir ici frapper la cité, eh bien la cité est protégée par ces pierres ponces. C'est pour ça que l'état d'Herculanum est remarquable par rapport à Pompéi, qui a été véritablement dévasté comme après une attaque nucléaire. Et oui, je vois, parce qu'en fait, le bas des bâtisses est protégé sur 6 à 7 mètres. Alors c'est vrai qu'ici, le toit aussi a été protégé, mais pour la plupart des bâtisses, il a été complètement soufflé par la vague pyroclastique. C'est impressionnant. Et vous parlez des corps décomposés de Pompéi. Ici, Jean-Paul, ils ont retrouvé à Herculanum des centaines et des centaines de squelettes.
Ça a vraiment dû être terrible. Regardez, il y a un lit, Jean-Paul. Eh oui. Enfin, il ne reste plus rien. Vous savez, pour désintégrer les corps, il fallait des températures de 1500 à 2000 degrés. Vous imaginez? Les boîtes crâniennes ont explosé, il n'y avait plus rien. Les corps ont fondu littéralement. Quelle horreur. C'est effroyable. À Pompéi, la chaleur fut telle que les corps ont effectivement fondu. Les momies que l'on retrouve ne sont en réalité que les empreintes de ces corps imprimées dans la couche de sédiments volcaniques, mais il n'y a plus de squelette. À Herculanum, la chaleur était bien moindre car cette pluie de pierre ponce a fait office de bouclier protégeant les peintures, le mobilier, mais aussi la structure des bâtiments. Alors qu'à Pompéi, la plupart des édifices furent projetés à terre, colonnes et murs renversés par la vague pyroclastique, eh bien les bâtiments d'Herculanum restèrent debout. La ville s'offre alors aux visiteurs d'aujourd'hui en un instantané incroyable, comme une véritable photographie datant de 79 après Jésus-Christ. En marchant le long de ces ruelles, il me semblait entendre résonner le pavé de cette effervescence que j'imaginais toujours bien présente. Jean-Paul! 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 Sophie! Jean-Paul! Sophie! Jean-Paul! 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 Sophie! Sophie! Jean-Paul! Oh, mais vous êtes là! Oh là 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 là, mais c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Je croyais que vous aviez fait exprès. C'est pas mon genre du tout. Et est-ce qu'en vous perdant, vous vous êtes rendu compte que ces trottoirs étaient surélevés par rapport à la route? C'est vrai, n'empêche. Hein. C'est même moderne. Hein. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, il ne fallait absolument pas marcher là où nous sommes. Ils jetaient ici leurs détritus, ils vidaient leur pot de chambre par-dessus les fenêtres. C'était vraiment, Jean-Paul, ragoûtant. Surtout quand on avait des sandales romaines avec les doigts qui dépassent. C'est vrai que c'était plutôt astucieux. Mais il ne devait pas y avoir une circulation de folie ici quand même. Hein. Ah, eh bien ça, détrompez-vous, Jean-Paul, parce que Herculanum était la cité balnéaire par excellence prisée des gens riches. Il y avait la grande ville, pas loin, Pompéi, avec ses 30-40 000 habitants. Et ici, il y avait 3-4 000 habitants. Tout autour, des villas absolument somptueuses, les villas de l'empereur Claudius, de Néron. C'était un peu le Saint-Tropez de l'époque. Et ici, là où nous sommes, Jean-Paul, nous nous situons eh bien, dans le centre historique, là où il y avait tous les commerces à l'époque. Et Jean-Paul, quand on ira à Capri, parce que vous m'emmènerez à Capri, hein, je vous ferai découvrir la villa de Tibère, vous verrez, elle est magnifique. Et son histoire est superbe. Mais non, mais c'est fini Capri, alors. Jean-Paul, recommencez pas. Je veux aller à Capri. En passant devant les villas cossues du quartier résidentiel de la ville, je remarquais les couleurs vives qui ornaient jadis les patios et les façades. Même les colonnes étaient alors peintes de rouge, habillant les architectures d'exubérance et de gaieté, suggérant même que toutes ces belles demeures étaient des lieux de plaisir, de délices. Elles s'ouvraient toutes sur ce qui avait dû être de splendides jardins à ciel ouvert, et elles respiraient le bonheur et la douceur de vivre. Je remarquais aussi que ces colonnes n'étaient pas en marbre, mais souvent faites de briques habillées de stuc et donnant l'illusion du marbre. Sans doute par souci d'économie, mais cela permettait d'en mettre partout et d'accroître l'image luxueuse de la ville. Tout exprimait joie et sensualité dans une ambiance chaleureuse,
enivrante. Enfin, Sophie, sortez la tête de ce trou, je vous en prie. Mais Jean-Paul, j'analyse les jarres, les amphores et les doliens. Dans le moindre détail, c'est important. Enfin, il suffit qu'il y ait Alfred qui passe là, il dit tout au rédacteur en chef. Non, pas lui. Mais il est connu pour ça, alors... Jean-Paul, j'ai une idée. Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas avant de me donner votre idée. Qu'est-ce que c'est? Et si on jouait à la marchande et au marchand? Ça donnerait de la vie dans notre article. Enfin, vous avez vraiment des idées saugrenues, mais allons-y. Faites-moi Allez. confiance. Bonjour mon cher client. Dans mes jarres, j'ai de bonnes soupes et du bon vin, vous m'en direz des nouvelles. Alors, si vous avez du vin là-dedans, je ne suis pas sûr de vouloir y goûter. En revanche, si vous voulez me vendre de l'huile d'olive ou des saumures, à condition qu'il y ait un bouchon en liège et qu'il y ait une belle louche pour servir, je suis client. Mais enfin, les Romains ne buvaient pas du vin comme on le conçoit aujourd'hui, ils buvaient de la sangria. Ah, ça, c'est vrai que ce n'était pas des amateurs de grands crus classés, certes, ça c'est vrai. Alors là, détrompez-vous, parce que la région de Pompéi était la région viticole des plus réputées. Je vous l'accorde, les riches buvaient du bon vin. Les pauvres avaient un vin plutôt aigre, ils avaient du mal à le distiller, à le conserver. En fait, les Romains faisaient fermenter du raisin, ils y ajoutaient des épices, des fruits, du miel pour contrebalancer le goût aigre avec tout un tas de choses, de bonnes choses sucrées. Et dans ces jarres, il y avait de la poix pour l'étanchéité et ça donnait un goût de résine très très fort. Si je bois votre sangria, je me couche et je dors encore 2000 ans, vous voyez ce que je veux dire? En revanche, vos saumures, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me proposez, Sophie? Alors, la saumurène de l'Antiquité, eh bien c'était une sauce à base de poisson pourri, un petit peu comme le gnocchman aujourd'hui. Ils en mettaient partout comme on met de l'huile aujourd'hui. Sinon, mon cher client, j'ai de la très bonne soupe de lard, j'ai de la bonne soupe de poisson que je peux vous servir dans une écuelle avec ma louche et vous déguster en marchant avec ce beau soleil. Alors, on pourrait rajouter dans l'article que les Romains consommaient beaucoup de céréales, une purée avec des légumes, avec du lard. Mais ça, c'était de la bouillie pour les pauvres. En revanche, les riches mangeaient de très très bons pains artisanaux que vous pourrez trouver dans une boulangerie au coin de la rue. Ici, mon cher monsieur, on ne vend que de la soupe et du bon vin. Qu'est-ce que c'est cette revue-là? Ah, venez voir. Faudrait s'en inspirer pour notre article. Ah oui, ben ça voilà. Regardez. Vous pouvez faire ce genre de photo? Oh, ben alors ça, j'aurais choisi un autre angle, mais je peux la faire évidemment. C'est moderne, hein? Il faudrait vraiment qu'on s'en inspire. C'est drôlement bien fait. Quittant la petite épicerie et son comptoir aux saveurs probablement surprenantes, soupes exquises et saumures pour le moins exotiques, nous avancions le long de ce qui avait été l'une des rues commerçantes de la ville, passant de boutiques en échoppes jusqu'à un bâtiment assez vaste dont la destination ne faisait aucun doute. Il y avait là un immense comptoir et des dizaines d'amphores à vin de toutes origines. Le long du mur, il y avait même des casiers en bois où jadis ces amphores étaient entreposés. La taverne était attenante d'une maison de notable, probablement celle des tenanciers, dont la grandeur et le luxe apparent signaient la belle prospérité de ce commerce du vin. Sophie, vous avez touché mon appareil photo. Non. Oui, vous l'avez touché. Il y a vos empreintes. Alors,
pas nier. Regardez Jean-Paul. C'est fantastique, regardez. Oui, c'est fantastique. Mais enfin, moi, je préfère quand même les scènes de chasse. Toutes ces divinités gréco-romaines, au bout d'un moment... Non mais Jean-Paul, regardez cette fresque. Amphitrite et Neptune, c'est somptueux. Regardez ces couleurs éclatantes, le rouge, le vert. C'est magnifique. Bon, cela dit, c'est vrai que ça mérite une part dans notre article, parce que rien que les couleurs qui sont parfaitement conservées, hein, ça... Et oui, parce que cette fresque a été faite en pâte de verre et non en morceaux de roche comme à l'accoutumée. Et elle est très intéressante parce qu'elle est typiquement grecque. Et elle nous enseigne donc que les modes grecs étaient encore bien présentes au temps de la noblesse romaine. Il y a Amphitrite, une déesse homérique, déesse des monstres marins, Poséidon, dieu des mers, dieu des océans, Neptune pour les Romains. Il en tombe amoureux, il l'épouse et de leur union naît le Triton, dieu des flots. Les Romains en sont fous, on en trouve partout sur leurs fontaines. Et en fait, cette fresque, elle est vraiment intéressante parce qu'Amphitrite, ce n'est pas une déesse importante à l'époque des Romains. Ils ne lui vouent pas un culte très important. Elle ne figure pas dans leur panthéon, où Neptune est l'époux de Vanilia et de Salice, l'une déesse de la mer, l'autre déesse du sel, et tous deux symbolisent le mouvement des marées. Bon, c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Alors, je vais me contenter de faire des illustrations, moi. Voilà. Jean-Paul, Oh. c'est celle-là! Oui, mais je fais un peu cela aussi. Ouh, alors vous êtes vraiment dans votre... Hein? Elle est unique, cette fresque. Unique, Jean-Paul. Je vous aurais bien vu, là. Hein. Regardez. Avant, après. Oh, que c'est drôle. Et là, vous n'y êtes plus. Herculanum, c'était une station balnéaire huppée. Ici se côtoyait une population indigène commerçante, mais aussi de riches patriciens qui venaient passer des vacances dans la douceur et le luxe. Il existait pour ces derniers des infrastructures somptueuses comme les fameux thermes de la cité qui, adossés aux remparts, s'ouvraient sur le golfe et la plage. Alors on venait là en famille pour se détendre, entre gens de bonne société. Des dauphins, un calamar, une pieuvre. Il est beau, lui. Jean-Paul, ce sont des termes réservés aux femmes. Oh, alors comme si c'était mon genre de vous imaginer toute nue au milieu de ces femmes. Alors vraiment, je ne suis pas devenu voyeur à mon âge, non. Si, à l'époque, vous l'auriez fait. Oh, mais enfin, mais c'est l'intérêt culturel qui guide mes pas, Sophie. Bon, eh bien, en parlant d'intérêt culturel, je vais vous raconter une histoire. Savez-vous, Jean-Paul, que pour les villes romaines, les thermes se situaient en bord de mer. Et il faut que je vous raconte une histoire par rapport à ces thermes et par rapport à ces remparts. Pendant très longtemps, les archéologues ont pensé que tous les habitants d'Herculanum avaient eu le temps de s'enfuir. Et puis ils ont fait des fouilles au pied du rempart et ils ont trouvé un canal qui mène à la mer avec à l'intérieur une barque, 3 squelettes remplis de pièces d'or avec des objets en or. Ça c'est bien, on va le mettre dans l'article, parce qu'il y a tout. Il y a tout. Il y a à la fois, dans l'imaginaire, peut-être 3 personnes qui avaient réalisé un larcin, qui emmenaient l'or, ou alors des gens très avares qui ne voulaient pas partir sans le butin, sans je dirais, l'or de la famille. L'histoire est très morale, je l'ai trouvée dans le guide, Jean-Paul. Mais en fait, ils ont repris les fouilles dans les années 80 et là, ils ont trouvé des centaines de squelettes. Donc cette histoire est beaucoup moins extraordinaire. Oui, il doit s'agir des gens qui n'ont pas eu le temps de fuir et qui ont été rattrapés par les nuées ardentes, sûrement. Et ils se trouvent dans les sous-sols des thermes et ils y sont toujours. Alors, je vais faire quand même quelques photos avant de partir parce que ça vaut quand même le coup. Hein. Oubliez pas le calamar. Hein. Mais non, et je n'oublierai rien de l'anatomie également de ce monsieur. Jean-Paul, venez. J'aimais bien l'histoire de ces 3 personnages retrouvés morts dans leur barque chargée d'or parce que cette histoire évoque le châtiment de la cupidité.
Mais la vue de ces 270 squelettes réfugiés dans les thermes, blottis les uns contre les autres dans un élan fraternel, cette vision me bouleversait d'émotion. Quand on voit tous ces corps ici, on a l'impression qu'ils ont attendu paisiblement la mort. Ils sont en connexion. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer ces 270 victimes. Mais vous avez raison, ils sont en connexion, ce qui prouve qu'ils n'ont pas été remaniés depuis. Alors soit ils se sont mis là pour prier, soit ils n'ont pas voulu quitter la ville, soit ils attendaient qu'on vienne les chercher, ils attendaient qu'il y ait des navires libres. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont été surpris par la nuée ardente et ils ont été scellés dans ces pièces jusqu'à ce qu'on les retrouve. Enfin, on en a vu 3 sur leur barque qui, eux, avaient pris leur temps d'amasser leur butin avant de pouvoir partir. Cela, mis à part. Et vous savez, ça me fait penser au Titanic, parce que je ne sais pas comment s'est passée l'évacuation de la ville, mais j'imagine quand même que les riches ont dû trouver des navires plus facilement que les pauvres. Alors ça, c'est intéressant. On pourrait le mettre d'ailleurs dans l'article, parce que Pline l'Ancien, qui était le préfet maritime, lui, il a voulu, en tant que préfet romain, évacuer tout le monde. Ce n'est pas le cas du Titanic. Dans le Titanic, on a fait un tri. On a d'abord évacué les riches. Alors c'est une belle leçon de morale. À l'époque, lorsque l'on a lancé cette opération, eh bien les Romains ont dit on évacue tout le monde. Mais oui, Pline l'Ancien était un héros. Malheureusement, lorsqu'il arriva avec sa flotte devant Herculanum, les nuées ardentes l'empêchèrent d'accoster. La plupart des habitants de la ville avaient déjà fui, embarquant sur les navires qui se trouvaient dans le port. Mais les 270 squelettes retrouvés dans les thermes n'avaient probablement pas trouvé place à bord de ces navires. Ils attendaient sûrement que l'on vienne les chercher. Les anthropologues qui ont étudié ces squelettes ont constaté le nombre prépondérant des vieillards et des femmes parmi ces victimes. Ces chercheurs suggèrent qu'il y a bien eu un tri durant l'évacuation, laissant à quai les bouches inutiles et les servantes. J'avais fini par accéder au désir de Sophie et je l'accompagnais pour une escapade à Capri, petit rocher calcaire émergé dans le prolongement du golfe de Naples. Je dois vous avouer que la chose m'avait demandé un effort parce que je connaissais bien l'endroit. J'y avais laissé quelques souvenirs douloureux. Capri, c'est une île magnifique, un havre de paix, de nature à quelques milles marins de Naples, mais Capri évoque en moi une vieille histoire d'amour assez pénible et je m'étais jadis promis de ne jamais revenir en ces lieux. En même temps, je ne pouvais pas punir Sophie pour quelque chose qui ne la concernait pas. Elle était si contente, si enthousiaste à l'idée de venir ici que je n'avais pas eu le courage de la contrarier. Et puis je savais que notre cher rédacteur en chef attendait lui aussi que nous évoquions Capri et ses somptueuses villas dans notre reportage sur Naples. Tout cela avait donc eu raison de mon humeur ou de mon appréhension, et nous voguions tous deux vers le port de Capri avec ses hameaux colorés, ses résidences princières. En chemin, Sophie m'avait parlé de Tibère, empereur romain qui avait fini ses jours à Capri dans son palais insulaire. Certes, les vestiges de l'antique demeure occupent toujours un morceau de falaise tourné vers la baie de Naples, mais il s'agit de ruines très dégradées, et j'avais préféré emmener Sophie voir quelque chose de plus moderne, de plus luxueux, une de ces sublimes résidences de villégiature qui avaient fait la réputation de Capri au XIXe siècle. J'avais choisi la résidence d'un artiste, Axel Munthe, médecin célèbre et écrivain auteur d'un best-seller traduit dans 50 langues, et qui avait contribué à bâtir la légende de Capri à l'aube du XXe siècle. Il avait fait bâtir une demeure à la beauté classique d'un temple grec sur un bord de falaise baigné de lumière, de vent et d'ambiance marine. Il avait été un grand collectionneur d'art et sa villa regorgeait d'antiquités prodigieuses, égyptiennes, grecques, romaines, toutes dignes d'un grand musée.
Pendant que nous déambulions, Sophie et moi, dans les appartements de cette incroyable villa néoclassique, découvrant l'univers fantasmagorique de cet artiste hors norme, je songeais à Sophia Loren et à Clark Gable dont nous suivions les pas. Oui, le couple mythique avait séjourné ici en 1959 lors du tournage du film La Baia di Napoli, traduit en français par « C'est arrivé à Naples ». On raconte que Sophia Loren aimait se réfugier dans le feutré de ses salons entre deux prises éreintantes. Je la comprenais tant cette villa aspirait le bien-être, la plénitude, la sérénité. Bah alors Jean-Paul, vous exercez votre art? J'aime les œuvres d'art, Sophie. Oui, ben, admirez ce bronze, cet éphèbe. Regardez la patine. C'est remarquable, hein. En parlant de remarquable, après tout ce qu'on vient de voir sur Capri, je pense qu'on a matière à dire et à préciser dans l'article que Capri est un lieu de villégiature pour gens aisés. Et ce d'ailleurs depuis l'Antiquité. Les empereurs ont construit leurs villas ici, les gens riches bien sûr, les célébrités, les nobles du royaume de Naples. Et je tenais vraiment à vous faire venir ici, Jean-Paul, parce que c'est le lieu de villégiature à l'italienne et de luxe par excellence. Toute la jet-set des années 30 et des années 60 se pressait pour venir ici. Bah, dans le fond, ça n'a pas changé, hein. C'est toujours comme ça. Enfin, déjà à l'époque, c'était un petit Saint-Tropez. Non, Jean-Paul, c'était beaucoup plus classe. Il faut imaginer que ce jardin accueillait les promenades de Grace Kelly, du prince Régnier, d'Elizabeth Taylor, de son mari Richard Burton, de la duchesse de Windsor. Et tenez, Jackie Kennedy. Et eux-mêmes ont marché sur les pas d'Oscar Wilde. Vous êtes sûr qu'ici, on marche sur les pas d'Oscar Wilde? Et oui, c'était l'ami intime de ce chanceux propriétaire de cette magnifique villa, Jean-Paul. Je peux vous en parler. En fait, c'était un aristocrate suédois qui était médecin et écrivain qui a racheté l'endroit et la petite maison qui s'y trouvait dans des années 1880, à la fin du 19e siècle. Et il en a fait ce que c'est aujourd'hui. C'était Axel Munthe. C'était le médecin de la reine Victoria de Suède et vous l'avez dit, c'était un écrivain illustre. Il a restauré cette maison parce que je crois qu'elle appartenait à un noble romain. Et vous savez, c'était un fervent défenseur des animaux. Et il a transformé ce jardin un petit peu en parc ethnologique. Il y avait des chouettes, il y avait des oiseaux, des chiens, il y avait même un babouin, Jean-Paul. C'est pas étonnant, parce qu'en fait, Axel Munthe a été un défenseur de la cause animale toute sa vie. Il s'est également battu contre la rage avec l'Institut Pasteur, il a défendu la Croix-Rouge internationale, et puis c'était un collectionneur, un amateur d'art éclairé. C'est pour cela qu'on est entouré d'œuvres qui évoquent l'Égypte ancienne, la Rome antique. Et puis quand il ouvrait ses fenêtres le matin, il avait cette perspective extraordinaire, la baie de Naples, Capri à ses pieds, au lointain le Vésuve, non, une chance formidable, un panorama incroyable. Vous me faites rêver, Jean-Paul. Vous savez que quand j'avais votre âge, j'ai eu une histoire d'amour avec une riche héritière ici, à Capri. Ah bon? Elle vivait entourée d'œuvres d'art. Bon, enfin,
finissons l'article, Sophie, parce que je crois que le moment est venu. Enfin, il faut conclure, là. Mais Jean-Paul, cette histoire de riche héritière, vous ne voulez pas m'en parler? Enfin, Sophie, je sens que vous maîtrisez bien l'article. Alors, reprenez-vous, c'est vous qui allez le signer, voilà, voilà. Mais Jean-Paul, je veux savoir, moi. Mais je ne vous dirai rien, voilà. Mais à moi. Non, mais même à vous, parce que chacun a son jardin secret, et j'en ai un, figurez-vous, voilà. En parlant de jardin secret, je dois vous avouer que celui de la villa était l'un des plus beaux qu'il m'avait été donné de voir. Il faut dire que j'éprouve une vraie passion pour les bronzes. Et cette passion était ici comblée d'émerveillement. Axel Munthe était un véritable esthète. Sa villa était à cet égard entièrement dédiée au plaisir du regard, à la jubilation des sens. Nous traversions des pièces agencées comme des tableaux savamment composés pour rendre hommage à la beauté universelle. Lui, l'homme du Nord, avait épousé par amour une culture bien opposée aux steppes glaciales de sa Suède natale. Toute cette belle résidence, avec ses patios antiques, ses colonnades à la romaine, ses jardins délicieux suspendus entre ciel et mer, tout cela exprimait une passion brûlante pour les couleurs chaudes de la Méditerranée, une ambiance féerique, une sensualité sans pareille. Pauvre empereur Tibère. Et dire qu'il s'est retiré ici à Capri, seul, abandonné de tous. Enfin, on peut imaginer pire retraite quand même, hein. Bon, je reconnais que l'endroit devait être assez ennuyeux par rapport au tumulte de Pompéi ou de Rome. Mais enfin, de toute façon, Tibère, c'était un taciturne. Alors, Je pense que c'était surtout un homme malchanceux. Il n'a pas vraiment voulu être empereur. Sophie, je peux imaginer qu'on n'ait pas envie d'être galérien ou mineur de fond. Mais enfin, empereur, on peut faire un effort quand même, hein. Et vous savez, Jean-Paul, pour faire de la politique, il faut avoir du caractère. Il faut cultiver une certaine forme d'indifférence, une forme de vanité, et lui aspirait à beaucoup plus de discrétion. Et en fait, tout était de la faute de sa mère, parce qu'elle a su conquérir l'empereur Auguste, elle s'est mariée avec lui, et comme Tibère était un enfant d'un premier mariage, eh bien, il l'a envoyé grandir loin de lui, et surtout loin de sa mère. Alors là, le moment est venu d'être fleur bleue. Je sens que vous allez me raconter une histoire, mais dégoulinante de bons sentiments. Alors, allez-y, je suis prêt. Allez. Pas du tout. En fait, Tibère a débuté dans l'armée et comme il était d'origine noble, eh bien, il a épousé une carrière d'officier. Il s'est marié avec une noble romaine qu'il n'aimait pas du tout, elle était plus âgée que lui, c'était un mariage de raison. Lui, il était occupé à de lointaines campagnes militaires, la laissant seule à Rome, et je vous prie de croire, Jean-Paul, qu'elle ne se gênait pas du tout pour le tromper et pour avoir des aventures. Et comme ces campagnes militaires étaient de vrais succès dans les Balkans et en Germanie, eh bien, il est très vite devenu un personnage important. Et Auguste, lui, ne voulait toujours pas le voir figurer dans son entourage. Donc il va le nommer gouverneur des provinces orientales de l'Empire, un poste très important, et toujours très loin de Rome. Et en fait, Tibère, lui, il déprime. Non pas que Rome lui manque, pas du tout, il déteste Rome. Mais il déteste surtout la fonction de gouverneur. Et donc il va demander à être déchargé de toute fonction politique. Et il va s'exiler à Rhodes pendant 7 ans. Et malheureusement pour lui, ses 2 demi-frères vont mourir. Et donc, il va devoir, contraint et forcé, succéder à Auguste. Et il va donc devenir empereur à son tour. Je vous donne l'appareil photo, vous allez faire des photos, et moi, je vais rédiger l'article parce que je le sens. Hein. Oui, je le sens moi aussi. Attendez. Pas que vous qui avez une belle plume. Hein. Et changeons les rôles. Sur le moment, j'éprouvais surtout le besoin de reprendre les rênes de cet article afin d'éviter que le séjour insulaire de Tibère ne se teinte d'un romantisme bien éloigné de la réalité politique du monde romain. Parce que
Tibère ne fut pas le seul empereur à aimer la douceur de ce golfe napolitain. Jules César, Pompée, Auguste, Caligula, Néron, Adrien et tant d'autres se sont eux aussi fait construire des résidences luxueuses à Capri ou dans la baie de Naples. Tous avaient succombé au charme de ce golfe idyllique et y passaient d'agréables séjours entre détente, festins grandioses et orgies mémorables. Sur le chemin du retour vers Naples, je songeais à notre échappée insulaire et à mon appréhension initiale. Eh bien, en réalité, je m'étais réconcilié avec Capri. Oui, le temps avait fait son œuvre et j'avais même été surpris d'éprouver, un vrai plaisir à arpenter les somptueux jardins de la villa San Miguel et à humer l'air marin de ce petit morceau de paradis. Pas mal le style. Sophie, je suis là. Jean-Paul! Sophie, je vous attendais, on va être en retard pour le dîner. Mais Jean-Paul, j'ai terminé mes valises pour demain. Jean-Paul, vous l'avez fait? Sophie, il y a du métier là. Je vais lire en diagonale. Mais c'est fantastique, Jean-Paul. Il y a du style. Bravo. Vraiment bravo. Sophie, j'ai été porté par ce périple. Naples, Herculanum, le Vésuve, Capri, ça a guidé ma plume, Sophie. Ça se ressent, Jean-Paul, hein? Bon, je me suis permis de sélectionner quelques-unes de mes photos et quelques-unes de vos photos. C'est gentil. Parce que Laurent Jacques, notre rédacteur en chef, il aime bien vos premiers articles. Alors je me suis dit qu'il se fera un plaisir de signer vos photos Sophie Olmich. Mais Jean-Paul! Elle est fantastique, cette photo. C'est vous, Sophie. Regardez, votre sourire, votre regard, toujours cette curiosité, cette joie de vivre. C'est vous, mais je suis saisir ça. Et celle-ci? Bon, là, on va peut-être éviter parce que j'avais glissé, je suis tombé dans la barque de pêcheurs. Bon, on va pas la mettre, celle-là. On la mettra pas dans l'article. Vaut mieux éviter. Et celle-là, Jean-Paul. Mais regardez-vous. J'étais en pleine querelle avec un goéland, Sophie. Alors, bon, on va pas la mettre, celle-là non plus. Waouh. Elle est belle, cette photo, Jean-Paul. Qu'est-ce que vous voyez de cette photo? Je vois Jean-Paul Luciani et Sophie Olmich à Herculanum. Oui, mais faisons une hyperlecture. Qu'est-ce que vous voyez vraiment? Rapprochez-vous, regardez. Je vois deux grands reporters qui écrivent pour une revue d'histoire internationale un article d'histoire. Bon, là, Sophie, vous vous égarez un peu. Alors, je vais vous dire ce qu'on vous doit voir. Je vais vous donner la solution. Regardez, vous voyez quoi? Vous voyez un homme mûr, blanchi sous le harnais, qui a le cuir épais, qui n'a pas hésité à affronter des ours sur la banquise à main nue, et qui a affronté en Afrique des pygmées terribles. Voilà. Et puis à côté, vous voyez une jeune journaliste ravissante, qui est l'avenir de notre métier, la modernité, le progrès. Vous voyez, et si on ramène les deux, vous voyez cette alchimie, ça donne quoi? Eh bien, ça donne la traduction de la passion du métier. Voilà ce qu'il faut voir. Vous voyez, Sophie, cette photo, il illustre parfaitement une de mes formules et je vous en laisse le copyright. Une image vaut 1000 mots.
méditer, Sophie. Mais Jean-Paul, mais attendez-moi! Sophie, venez goûter aux douceurs de la nuit napolitaine. En plus, j'ai faim, alors... C'est vrai que vous êtes très fin, Jean-Paul. Non, mais j'ai très faim. Allons-y. On va faire un bon dîner. Cette escapade dans le golfe de Naples avait été une vraie aventure, et alors qu'on se dirigeait vers notre dernière nuit napolitaine, je méditais sur toutes ces découvertes fantastiques qui avaient alimenté le voyage. Je songeais à tous les monuments que nous avions visités et à l'esprit baroque qui les animait. Je me rappelais le Vésuve et son effroyable cratère. Je pensais aux habitants d'Herculanum et à leur tragique destin, mais aussi à toute l'émotion ressentie dans les rues de la cité ensevelie. Le périple avait été riche d'expériences, mais c'était surtout sur le plan humain que l'aventure avait été la plus belle. Cette mission nous avait confrontés à nos peurs, nous obligeant à surmonter bien des préjugés. Sophie redoutait Naples et ses quartiers populaires, et j'avais pour ma part renoncé au charme de Capri pour une raison qui me semblait aujourd'hui bien futile. Alors, malgré la différence d'âge et de vécu, le chemin nous avait été profitable. Nous rentrions de Naples tous deux, grandis par l'aventure.